Welcome, my fellow brothers, on Rival Hammer. Et salut à tous, mes très chers ruralistes, salut à tous et bienvenue sur Rural Hammer, le podcast du wargame à l'ancienne. Je suis Brother Maxou, je le rappelle, à peu près une émission sur 20. Je perds parfois de vue que les gens m'écoutent et parfois ne savent même pas qui je suis. Donc coucou, c'est Brother Maxou, c'est moi. Et aujourd'hui, je vous propose de revenir sur une réunion Super Warp, pas comme les autres. Pour rappel, idem, si vous ne savez pas ce que c'est, les réunions Super Warp, ce sont des petits événements organisés par le podcast via son association. Donc on se retrouve entre ruralistes pour faire de la baston thématique. Donc un coup c'est un 2 versus 2, un coup c'est un petit tournoi, et cette fois, l'événement sur lequel je vous propose de revenir, eh bien, il s'agissait d'une apocalypse, à vrai dire, ma première apocalypse. J'ai pu assister à ce format de jeu il y a très longtemps, mais en tant que participant, eh bien, c'était une première pour moi. Donc c'était une première en tant que joueur, bien que je ne jouais qu'une seule figurine, et surtout, c'était la première fois que j'organisais ça. Donc voilà, je vous propose ça. On va revenir sur quelque part ce qui est une réunion Super Warp d'exception, une réunion comme on en croisera finalement assez peu. Bon, déjà, avant d'en dire plus, il faut signaler qu'on a un très joli souvenir vidéo de tout ça. Ça se passe sur la chaîne YouTube de Petit Katsu, K-A-T-S-U, Katsu. Et Petit Katsu, eh bien, il nous a fait une très jolie vidéo de cette réunion, du coup, à laquelle il était invité. Et c'est trop bien, vraiment, mille merci à toi, Petit Katsu, pour ce très joli souvenir. Merci d'avoir fait le déplacement et de t'être donné tout ce mal, parce que faire une vidéo, c'est toujours énormément de travail. Et voilà, je sais que tu as rencontré des petits soucis de carte mémoire, de données perdues, mais rien n'y fait. Ta vidéo, elle est vraiment très jolie. Je pense que tous les participants ont été contents de revoir en images leurs armées, parce que là, on était vraiment sur de l'armée jolie. Et ouais, vraiment, mille merci à toi. Katsu, c'est un mec adorable, réellement. Donc, allez le soutenir sur sa petite chaîne YouTube. Et j'espère qu'on se recroisera très vite, mon ami. Bon, revenons un peu à la source de tout ça. Et à vrai dire, j'en ai un souvenir très diffus. Pourquoi je voulais faire une apocalypse ? Ça s'est décidé à plusieurs niveaux. Bon, déjà, j'ai un titan. Donc un jour, je me suis dit, bon, ce truc, il va falloir essayer de l'incarner au moins une fois. Et clairement, j'allais pas sortir ça pour du 5000 points. Il me fallait 10 fois plus. Donc, majoritairement, en fait, c'est à cause de ça. Ensuite, eh bien, Chris, mon très cher trésorier, m'a signalé que la salle de concert dans laquelle il travaille, eh ben, on pourrait bien s'en servir, et que là, eh bien, en cette ère de fin décembre, c'est une des très rares fermetures de la salle. Une salle de concert toute l'année, les week-ends, eh bien, il y a des concerts ou autre chose. Eh ben, je me suis dit, mec, c'est le moment, on investit les lieux, on se fait une énorme bataille là-dedans. Donc, cette énorme bataille, enfin, en tout cas, cette apocalypse, eh bien, de base, c'est une idée de merde. Eh bien oui, c'est une idée vraiment pas bonne. C'est une très mauvaise idée de vouloir jouer à Apocalypse à Warhammer 40 000. Pourquoi ? Eh bien parce que Warhammer 40 000, c'est un jeu d'escarmouche, les gars. On oublie ça assez souvent parce que quand on joue, on rassemble une armée. Mais une armée, voilà, au format standard, c'est 2000 points. Il n'y a pas grand-chose sur table et le système de jeu tourne autour de ça. C'est fait pour être un truc assez nerveux. Une partie, on va dire, en match play standard, elle est pensée pour durer à peu près 3 heures. Bon, ça, c'est quand tu as un bon niveau de jeu, que la partie, elle dure 3 heures. Moi, c'est toujours plus long, vraiment toujours plus long. Et surtout quand tu joues narratif, là, c'est beaucoup plus long. Donc, de base, c'est pas une bonne idée du tout. Warhammer 40 000, finalement, il est à peine un wargame.
wargame. Un wargame, c'est un jeu où tu déplaces des armées. Legio Imperialis, par exemple, est un pur wargame. Les règles sont pensées pour faire combattre des titans, des escadrons entiers, des escadrons de tanks. Enfin, voilà, vraiment quelque chose de massif. Cependant, l'échelle est adaptée et le système de jeu aussi. Donc là, ce qui se passe quand tu veux faire une apocalypse à Warhammer 40 000, c'est que tu vas aligner des armées gigantesques avec un système de jeu qui se prête plus à l'escarmouche. Donc, on peut revenir vite fait sur ce qu'a été le véritable système Apocalypse de Warhammer 40 000. Donc désormais oublié depuis longtemps, j'ai envie de dire, hein. Bon, je vais pas m'épancher sur ce sujet-là, mais si ça vous intéresse, on peut en parler à un de ces quatre, parce que le bouquin, je l'ai. Donc le système Apocalypse, qui était sorti, mais je ne sais même plus en quelle version de Warhammer 40 000, excusez-moi, j'ai complètement oublié, c'était peut-être V5, de la V5 à la V7, hein, ça doit être dans ces eaux-là, je ne me rappelle plus du tout. En tout cas, ce bouquin, il était conçu comme étant une adaptation de règles du système 40K de base pour justement qu'il soit plus gérable à Warhammer 40 000 quand on joue à grand format. Ça passait principalement par des simplifications de mouvements. On se rappelle également ces fameux plateaux de socle, hein. Vous déplaciez vos unités de 10 Space Marines avec un seul petit plateau. C'était la petite praticité de l'époque. Bon, à mon avis, pas grand monde ne jouait ce jeu-là, d'acheter des socles vendus par Games. Faut pas déconner, mais en termes de règles, le truc était fait pour que le tout soit plus fluide. Il y avait plus d'alternance, le système de répartition des dégâts, il changeait également. Bref, c'était conçu pour que, à une échelle pareille, ce soit viable, que ça aille relativement vite. Honnêtement, c'était un système de jeu qui était très très bien fichu, mais à l'époque, naturellement, il y avait finalement assez peu de joueurs qui ont pu se prêter à l'exercice, tout simplement par la logistique, quoi. Tout le monde n'a pas des armées gigantesques. Et donc, j'ai quand même décidé de faire ça, en sachant très bien ce qui m'attendait, faire une apocalypse à 40K. Donc, c'est-à-dire faire une grande bataille avec un système de jeu pas adapté du tout. Bon, venons-en un peu aux forces en présence. Donc, les inscriptions, elles se sont faites sur le Discord, en cercle fermé. J'ai pas communiqué ailleurs, véritablement. Je voulais un truc, voilà, un peu entre nous. La bonne surprise, ça a été la cohérence. On a eu en tout donc 12 participants. On s'est retrouvé face à une grande alliance Imperium contre une marée Xeno. Et voilà, en fait, on avait deux grandes factions à part entière. Il n'y avait pas de chaos, il n'y avait pas de trucs bizarres genre tyrannide. C'était cohérent. C'était cohérent, un grand clan Imperium, bon ça c'était obligé qu'on l'ait, hein, les joueurs Imperium sont les plus nombreux, mais la marée Xeno, ça pour moi ça a été une très très bonne surprise. Parce que une fois sur table, je me suis dit, putain mec, en fait c'est complètement cohérent quoi. On avait deux grandes armées Eldar, deux grandes armées Orques et une armée Necron. Donc même si ce jour-là, j'ai pas véritablement bossé le côté scénario et narratif, tu te dis qu'en fait, il y a un monde où ça peut très bien arriver. On a eu des trucs beaucoup plus tordus dans le lore canon de Warhammer 40 000. Mais bon, là, j'étais bien content d'avoir ça. J'ai pas dû composer avec des alliances cheloues, à mettre une faction de chaos dans tout ça. Ça aurait, à mon sens, un peu ruiné le truc. Bon, cependant, j'ai dû écrémer un peu la liste des participants. Le casting, je l'ai limité, en fait, strictement. Et j'ai dû mettre 2-3 gars de côté, en fait, pour des raisons, justement, de cohérence, quoi. C'était vraiment pas évident. Ça aurait un peu gâché la fête finalement. Donc pour les amis que j'ai mis de côté, nos soucis, vous passerez en priorité la prochaine fois. Mais pour cette fois, je voulais strictement limiter le nombre de participants. Et en fait, une fois que j'ai vu que les armées que je recevais, ça formait un tout cohérent, j'ai voulu en rester là, quoi. Je me suis dit, ok, non, là, t'ajoutes pas de World Eaters, t'ajoutes pas de Death Guard, t'ajoutes pas des trucs comme ça. Donc très cool, très bonne surprise finalement de se retrouver avec deux armées qui se faisaient face, deux armées qui avaient toutes les raisons du monde d'en découdre. Et donc, cette journée, parce que ouais, j'insiste là-dessus, on a fait ça en une journée. Vous pouvez regarder partout ailleurs. Dès que ça organise une apocalypse, ça se passe toujours sur un week-end entier. Moi, j'ai choisi de tout faire un samedi. Et donc, quelque part, le défi, ça allait être celui-là, ça allait être de réussir à la plier, cette grande partie, en une seule journée. Et quel a été finalement le meilleur moyen d'arriver à ça? Parce que oui, nous y sommes arrivés.
Eh bien, le meilleur moyen, les gars, c'était d'embrasser de plein corps ce qui est devenu peut-être, à mon sens, le plus gros défaut de Warhammer 40 000, sa létalité délirante. Cette létalité délirante avec laquelle on compose souvent en jeu narratif pour essayer de la tempérer, bah ici, j'avais décidé de la pousser davantage parce que on allait avoir besoin que ça meure. On avait besoin que ce soit intense, que ça aille vite et du coup que ça meure en masse. Et donc ça a été, une expérience agréable. C'est-à-dire cette létalité qui me gonfle en fait, qui me met tous les bâtons dans les roues possibles dès que j'essaie de faire des scénarios sympas. Ici, je l'ai over boosté avec une piqûre de testostérone en plein appareil génital, quoi. La létalité, j'en voulais. Je voulais l'embrasser fougueusement. Donc l'originalité, de cette réunion, c'était ça. Ça se faisait en une seule journée et l'autre originalité de cette réunion de Super Warp, eh bien, ça a été un facteur que je n'imaginais pas autant primordial. C'était tout simplement le lieu. L'importance de l'ambiance, tout simplement. On était dans une salle de concert, donc l'espace Michel Berger à Sannois. Une salle de concert de taille modeste, mais une vraie salle de concert quand même, c'est-à-dire avec un équipement pas mal dernier cri, avec un bon niveau de finition globale. Donc on n'était pas dans une vieille MJC pourrie, quoi. Il y avait une énorme hauteur sous plafond. C'était tout simplement une grande salle. Et bah, cette grande salle, elle nous a permis d'avoir une ambiance mortelle. Que ce soit l'éclairage, l'importance en fait d'avoir des murs noirs, un sol noir, un plafond noir, l'immersion était beaucoup plus nette, quoi. Ça a tout changé. En vérité, ça a tout changé. Donc la veille, on était allé sur place pour justement bosser un peu la chose, hein, c'est-à-dire bosser un petit peu l'ambiance lumineuse, à avoir une espèce de bon compromis entre une bonne visibilité et quelque chose, tu vois, qui faisait un peu cosy, quoi. Et donc, bah, moi, je savais que là, on partait sur une grande table de ruines un peu bleutée. Et ben, on a joué sur l'éclairage bleu, violet et rouge, quoi. Quelque part, des dérivés des couleurs qu'il allait y avoir sur table. Bah, le résultat, c'est que c'était tout simplement beau. Et bah, outre l'aspect visuel, il y a eu également l'aspect du son. Une salle de concert, c'est traité acoustiquement, ce qui fait qu'on a eu une ambiance assez feutrée, quoi. Je pense que personne n'a eu la migraine ce jour-là, même quand ça gueulait, tu vois, c'était paisible. C'était des beaux cris, quoi. C'est pas le truc, tu vois, qui résonne entre le carrelage et la baie vitrée. Non, le son, c'était cool. Le visuel, c'était cool. Là, en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que, ok, faire des apocalypses, il faut un lieu qui ait de la gueule. Un lieu qui ait de la gueule et un lieu qui soit véritablement agréable à vivre, en fait. Donc ça, bon, je savais que ça allait être cool de faire ça dans une salle de concert, mais quand tu le vois de tes yeux, tu te dis, ok, en fait, il faut pas que ce soit autrement. Donc autant vous dire que les prochaines apocalypses que j'organiserai, il faut absolument un lieu qui déboîte, quoi. Je ferai jamais ça, ni dans un bistrot, ni dans une MJC, ni dans une salle des fêtes. En gros, toute la logistique rurale à laquelle j'ai le droit assez facilement, on oublie. Non, il faut investir quelque chose de différent. Et là, pour le coup, c'était vraiment différent. Et outre l'aspect visuel et sonore, on a eu également le bénéfice en fait de profiter, au lieu de mettre des bêtes tables de camping comme on fait tout le temps, hein, dans les réunions de Super War, là on a pris des praticables de scène. Des praticables de scène, vous savez ce que c'est? Ce sont des genres de tables à hauteur réglable. C'est le genre de truc sur lequel, par exemple, on surélève la batterie. On va mettre un guitariste sur un praticable à gauche, le bassiste sur un praticable à droite. En gros, c'est de la table indestructible. Et ça aussi, c'est quelque chose que je n'avais pas forcément prévu. Avoir des tables hyper solides comme ça, c'est indispensable. Là, si vous voulez, la table de camping, ok, elle sert tout le temps, hein. Moi, je fais toutes mes parties là-dessus. Mais le problème, c'est que quand tu fais débarquer Brother Maximus en plein milieu, eh ben, elle va gondoler un peu la table, hein. Elle n'est pas faite pour porter des trucs super lourds. Et là, ce jour-là, si vous voulez, quand tu déploies tout ça, il y a sur la table des milliers d'euros et des dizaines de kilos de figues, hein. Donc, l'importance d'avoir du mobilier qui tient la route, ça, c'était très, très cool aussi. Mine de rien, on y a passé un moment un peu avec Chris à organiser cette table. On a un peu galéré et on s'est rendu compte qu'en fait, ok, les tables, elles sont massives, elles sont lourdes, elles sont parfaites.
mais qu'on n'arrive pas à accéder au milieu. En gros, pour déplacer tes figues quand elles sont en plein milieu du praticable, là, à moins de faire 1,98 m, c'est un peu chaud. Là, je vous raconte pas, dans mon cas, je n'accédais à rien parce que je suis tout petit. Du coup, a été pris la décision de faire une espèce de crénelage en plein milieu de la map. Un peu comme une structure en U de chaque côté. En fait, un renfoncement dans la table qui allait permettre à tout le monde d'avoir accès facilement à l'intégralité de la map. Bon, ça, c'était pas prévu non plus. On s'est galéré sur place pour trouver cette solution. Néanmoins, elle était tout à fait fonctionnelle. En tout cas, voilà, pour revenir là-dessus vite fait, le lieu, il a une importance fondamentale. L'immersion n'a rien à voir. Quand on décide ce jour-là de faire quelque chose de beau, bah, il faut que le lieu aille avec. Et ce jour-là, honnêtement, entre la map, les armées, l'éclairage, waouh, c'était trop bien. On en prenait plein les yeux en fait en permanence. Le tout dans une ambiance agréable. Et en plus de ça, l'apport matériel que constitue naturellement une véritable sono de concert. Eh ben c'est super. Tu diffuses la petite musique d'ambiance, voilà, Dawn of War 2, ce genre de conneries, avec un son de bonne qualité qui te casse pas les oreilles. Moi, je me baladais partout dans la salle avec un micro HF, je prenais la parole quand je voulais. C'était trop bien, c'était super pratique. Finalement, une salle de concert, c'est un endroit de rêve pour faire une partie de Warhammer 40 000. Et je me demande bien si on serait pas, en fait, les tout premiers à faire ça. Bon, ça m'étonnerait, ça a déjà dû être fait. En tout cas, moi, j'ai jamais vu ça de ma vie, donc je suis très content d'avoir initié quelque chose qui potentiellement donnera des idées aux autres et que moi, j'espère renouveler en tout cas. Bon, parlons un petit peu des armées. On avait quand même pas mal d'armées sous le coude, donc un total de 11 armées. J'ai pas pu faire la chose dans un affrontement pair, hein. Il y avait 5 joueurs côté Xeno et 6 joueurs côté Impérial. Côté Impérial, ça s'est fait déjà avec 2 grandes armées d'Astartes. Donc une armée de 3000 points d'ultramarine qui était un énorme détachement blindé. Le pépère Artemus Gordon s'est fait plaisir en sortant en fait un paquet de références qui sont disponibles dans les datasheets Legend. Donc on avait en ultramarine du Sicarian, du Kratos, enfin plein de blindés en fait issus de l'Horus Heresy, une vraie cohorte de Dreadnought d'Eredeo. En bref, un vrai gros appui blindé appuyé sur quelques élites bien placés en frappe en profondeur. Donc déjà, une grosse armée côté ultramarine. Ils étaient alliés avec les Dark Angels de l'ami Rudy. Des Dark Angels sous une forme quand même plus variée, avec de la Ravenwing, de la Deathwing, des blindés, pas mal d'infanterie. Bref, une grande armée de 3000 points de Dark Angel avec toutes les wings possible. Ce clan impérial était ensuite complété par 2 régiments de l'Astra Militarum. D'une part, le régiment custom de l'ami République du podcast Landrider, qui était venu avec 2000 points. Là aussi, une belle colonne de blindés. Il y avait du monde. Et ensuite, l'ami Filou avec idem son petit détachement un peu custom catachant. Je suis désolé, j'ai oublié le nom de vos régiments, les mecs. Avec une armée cette fois avec un peu plus d'infanterie, il y avait même des ogrines, etc. Et pour finir, on avait 2 autres armées, des Space Wolves, les Space Wolves de la Mitonie avec beaucoup d'infanterie cette fois, et de l'autre côté, des sœurs de bataille, les sœurs de bataille de Philippe, avec encore beaucoup de blindés, une vraie liste Panzer Division Sororitas. Face à eux se tenait la Grande Marée Xeno. Et par Grande Marée, voilà, c'est pas de la publicité mensongère. Il y avait un nombre de figues absolument dingue. Ceux-ci étaient principalement incarnés par 2 grosses armées orques, c'est-à-dire 2 listes à 3000 points avec un méga paquet d'infanterie. Honnêtement, une marée orque comme ça. En plus, c'était plutôt stylé parce qu'il y avait une armée peinte en rouge, l'autre où il y avait plus de bleu sur table. Ça avait une gueule terrible de voir en fait ces centaines de boys investir les lieux avec un nombre de véhicules complètement fou. Donc déjà, la marée orque, vraiment très très cool. J'étais très content d'avoir une marée orque à une partie Apocalypse. Et c'était complété par une autre alliance, cette fois une alliance de 2
2 vaisseaux mondes Eldar, ceux de Tonton Sanka et de Lord Vortigern, 2 grandes armées Eldar, mais là aussi vraiment magnifiques. Ils jouaient 2 détachements différents, leurs armées, toutes les 2 très belles d'ailleurs. Leurs armées, elles avaient des couleurs différentes, c'était visuellement, là encore, c'était très cool. Et pour finir sur cette grande alliance Xeno, une dernière liste, c'était une liste Necron, qui là aussi jouait pas mal le nombre. Il y avait un paquet d'infanterie assez ouf avec le détachement Awakened Dynasty. Mais bon, vous pensez bien que quand on parle d'Apocalypse, on parle également de gros bébés. Et du coup, j'avais dissocié en fait la partie super lourde de la partie liste d'armées. Ici, là, tout ce que je vous ai dit, c'était des listes de 2 ou 3 000 points. Et ensuite, tout le monde m'a proposé les blindés super lourds auxquels ils avaient accès. Et j'ai essayé de répartir ça avec un nombre de points équivalent. Du coup, côté Xeno, on avait un gros Stompa Orc. On avait également 2 ou 3 Gorka Morkanautes, et on avait pas moins de 3 titans Eldar, donc un grand titan fantôme et 2 titans plus petits, les titans revenants. De l'autre côté de la map, côté Imperium, et bien côté titan, il n'y avait que Brother Maximus, mon titan Warlord, qu'on a ensuite complété avec 3 blindés super lourds, donc de type Baneblade, pour compléter la chose. Donc ça nous donnait de part et d'autre 5000 points de super lourd, pour un total finalement d'à peu près 90 000 points sur table. Donc voilà, 90 000 points, en fait, pour une apocalypse, c'est un chiffre plutôt raisonnable. Moi, j'en ai vu organiser un peu partout ailleurs des trucs qui allaient jusqu'à 200 000 points. Bon là, autant vous dire que ça demande énormément de compromis en termes de map, parce que je crois que personne au monde n'est capable d'aligner une map entière qui pouvait regrouper 200 000 points. Ici, pour aligner 90 000 points, la map entière, je l'avais. C'est-à-dire que j'avais déjà une grande map cathédrale en ruine, que vous avez pu voir au Ruhr à la Murfest ou durant diverses autres réunions Super Warp. Cette grande map cathédrale en ruine, en fait, je l'ai faite pour que ce soit plutôt une table à 3000, voire 4000. Ça m'arrive de jouer à 4000 dessus. Par contre, j'avais du décor de plus. C'est-à-dire que même quand je fais une table de 3000 points, il me reste encore pas mal de décors sous le coude. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai racheté 2 tapis résolument identiques chez Torek. Donc, je me suis retrouvé avec 3 tapis de la même map. Ces maps, moi, je les joue toujours à l'ancien format, c'est-à-dire 48 sur 72. Je joue toujours à Warhammer 40 000 suivant ce format. Pour moi, 44 sur 60, c'est trop petit. Je n'aime pas. Donc, j'ai aligné 3 maps comme ça pour une table en forme de couloir qui faisait un peu moins de 6 mètres de long. Avec mes décors, j'ai quand même bien pu meubler la chose et j'ai fait appel à l'ami Shushan qui a complété en fait cette gamme de décors avec des ruines, mais qui étaient absolument parfaites en termes d'accords de couleurs. Donc tout ça assemblé, ça nous a donné une très très belle map. J'étais très content, honnêtement. Visuellement, je pensais pas que ça pouvait rendre aussi cool, mais j'étais vraiment très satisfait. Et j'étais satisfait de voir qu'en fait, en termes de décor, il ne me manquait pas grand-chose pour être parfaitement autonome pour faire une vraie partie Apocalypse avec mon matériel rien qu'à moi. Et bien ça, les gars, c'est en cours parce que, évidemment, à l'issue de cette journée, je me suis recommandé 2-3 petits trucs supplémentaires auprès d'un revendeur dont je vous parlerai très bientôt d'ailleurs. Bon, on a parlé de l'organisation, on a parlé du défi, on a parlé des armées, de la table et du lieu. Parlons maintenant un petit peu du casting. Un casting qui m'a régalé. On va pas se mentir, c'était un excellent casting. Il y avait les copains du village et des environs. Il y avait les ruralistes du premier rang. Il y avait des potes que je connaissais depuis 20 ans. Il y avait quelques figures médiatiques comme Thibaut de chez Land Rider, Petit Katsu qui est venu nous faire des plans pour sa superbe vidéo. Également l'ami Arkesis qui est un retraité de French War Game Studio. Il y avait les vétérans du Ruhr à la Murfest. Il y avait quelques petits nouveaux également. Et en plus, la salle était ouverte au public durant cette journée et on a accueilli pas mal de visiteurs. Les visiteurs, quand même, vous avez été plusieurs dizaines à passer nous voir ce jour-là. Une grosse vingtaine de personnes, il me semble. Donc, des gros bisous à tout ce
ce petit monde. Vous qui êtes passés nous voir, hein, comme l'ignoble Mister D que j'étais ravi de rencontrer en vrai. Voilà, pas mal de gens des assos voisines, hein, également. J'ai fait la rencontre pas mal des gens de chez Solercia, l'association qui est à Hermont-Aubonne. Bref, c'était très cool de voir des gens du coin, des gens que je vais sans doute recroiser dans pas longtemps au sein d'ateliers peinture, de formations peinture et tout simplement d'événements à part entière. Donc j'espère qu'en fait que ces rencontres, elles donneront lieu à des collaborations au long cours. En tout cas, j'étais très heureux de rencontrer de nouvelles têtes. C'était très sympa. Donc gros bisous à tous les visiteurs qui sont passés nous voir. Bon bref, c'était un casting absolument impeccable, hein. Tout le monde était là pour me donner des petits coups de main pour la bouffe et tout. C'était vraiment très très chouette. Bon, il va falloir commencer à vous parler d'une chose, ce seront les règles. Je vais vous épargner pour aujourd'hui le contexte narratif que j'avais mis en place parce qu'il était tout simplement bidon. Je vous l'ai dit, le seul défi de cette journée, c'était de savoir si oui ou non on pouvait tenir une apocalypse en une grosse douzaine d'heures. Voilà, le narratif, ça passait derrière. C'était tout simplement une journée bêta-test pour la suite des événements, car ouais, naturellement, des apocalypses, je veux continuer à en faire. Donc c'était le crash test général, quoi. Ça se trouve, on serait pas arrivé à finir la partie, tu vois, je serais reparti la queue entre les jambes et tout. Donc heureusement pour moi, ça s'est bien passé. Mais si l'événement a pu se mener à bien, vous vous doutez bien que ça passait naturellement par quelques réécritures de règles. Donc comme je vous l'ai dit, ici le but c'était d'en mettre plein la tronche, quoi. C'est-à-dire la létalité, hors de question de la limiter. Pour une fois, on allait plutôt mener l'expérience inverse. Donc je vais vous décrire les 2-3 adaptations de règles que j'ai faites. À vrai dire, c'est simplissime. La première s'appelle Urgence du moment. Cette bataille sera la dernière. Les forces se jettent l'une sur l'autre dans un élan de désespoir. Les chaînes de commandement sont rompues. L'instinct a pris le dessus. Ça veut tout simplement dire qu'il y aura des choses interdites comme la relance de commandement. Voilà, la relance de commandement est interdite et idem pour le stratagème courage insensé qui vous permet de réussir automatiquement un test de Battle Shock. Donc, 2 petits stratagèmes interdits. Ça nous donne quoi sur table ? Eh bien, ça nous donne qu'on est en train de jouer à un jeu et à un jeu de dés. Donc, si vous avez un méga blindé lourd comme un Fellblade avec un seul tir d'énormes canons lourds, eh bien, il faut accepter que ce dé, vous ne pourrez pas le relancer en cas d'échec. Donc, on renoue quelque part avec ce qui est un véritable jeu et un jeu de dés. Deuxième petite adaptation, ça s'appelle Rang serré. Les différentes factions en présence jettent leur dernière force dans la mêlée. Ça veut dire que vous n'avez pas à déclarer vos réserves en début de partie. Vous allez vous déployer comme vous l'entendez à condition de demeurer uniquement dans votre zone de déploiement, sauf les infiltrateurs. Quant aux réserves stratégiques, elles pourront avoir lieu du tour 2 au tour 5. Ça permet d'avoir un déploiement moins long, avec moins de réflexion quelque part, on y va un peu à l'instinct, quoi. Et naturellement, les réserves qui peuvent aller jusqu'à la fin de la partie, à ce format-là, c'est tout simplement obligatoire parce que naturellement, on n'a pas la place de mettre toutes les armées sur table. Et en termes de stratégie, il vaut toujours mieux en garder sous le coude jusqu'au dénouement. Et pour finir avec les adaptations de règles, ça s'appelle Nuage de Prométhéum. La zone de guerre a été le lieu de bien des massacres et autres bombardements. Le sol est fracturé, les matières dangereuses et autres résidus chimiques emplissent l'air d'un nuage incendiaire et vénéneux. Ça les mecs, ça veut dire que vos véhicules, ils vont exploser sur du 5+. Voilà, on oublie le 6, est-ce qu'il explose ? Tu vois, le fameux est-ce qu'il explose ? Là, ouais, il y a quand même de fortes chances que ça explose, quoi. Parce que vous avez une chance sur 3 que votre véhicule pète. Et là, des véhicules, on en avait énormément. Qui plus est, vous allez ajouter 1 à toutes vos résolutions de dégâts suite à une explosion. C'est-à-dire qu'un truc qui pète à D3, ça deviendra D3 plus 1, ou un Titan Warlord qui pète à 2D6 plus 6, eh bien ça allait devenir 2D6 plus 7. Donc les explosions,
on les rend plus importantes, plus mortelles et ça n'a pas manqué, il y en a eu partout. En plus, il y a beaucoup, des joueurs qui jouaient une véritable colonne de blindés. Bah, dès lors qu'il y a un véhicule qui pète et ensuite qui en pète un autre, ça peut donner lieu à des réactions en chaîne absolument terribles. Le joueur ultramarine y a eu droit. Donc c'est tout pour l'adaptation des règles. Pour le reste, on jouait tout simplement à Warhammer 40 000. Par contre, eh bien, évidemment, il fallait ajouter pas mal de funk, et ce funk, je l'ai appelé l'offensive rurale. Une offensive rurale, c'est un truc que vous allez pouvoir déclencher une fois par partie. Aucune de ces règles des offensives rurales ne pourra s'appliquer aux Titanic et aux super lourds. Et une offensive rurale, vous allez en pouvoir faire une maximum par faction et par tour. Si je prends par exemple le clan Imperium, composé de 3 factions, eh bien ce clan Imperium, il allait pouvoir déclencher jusqu'à 3 offensives rurales durant le même tour. Et donc ces offensives rurales, je les ai pensées comme étant multi-armées. Quand on déclenche une offensive rurale Astartes, eh bien les 3 armées Astartes sur table en récolteront les bénéfices. Que je vous explique un peu du coup, l'offensive rurale, elle est là pour foutre le sbeul. Elle est là pour retourner une situation, elle est là pour augmenter la létalité, elle est là tout simplement pour se marrer et pour créer des surprises. Donc je vais vous les lire, ces offensives rurales, parce qu'après tout, en termes de règles, j'aurais rien d'autre à dire dans cette émission. Ça peut tout simplement vous donner des idées. Les offensives rurales, comme je les ai conceptualisées, ça peut très bien prendre corps dans n'importe quelle partie narrative un peu marrante. Parce que ici, naturellement, on jouait dans quelque chose d'assez dépouillé. J'avais quand même mis 6 objectifs primaires au milieu de la map. Donc ça, ouais, je vais pas vous en parler, mais en gros, les scores d'objectifs primaires, ils étaient archi classiques. En gros, il allait se passer une énorme bataille pour le centre. Mais il n'y avait pas autre chose, il n'y avait pas d'objectifs secondaires ni rien. Donc ces offensives rurales, elles ont été mises en place également pour un peu pimenter les stratégies des différents adversaires et pas se contenter de bêtement se foncer dessus. On va gentiment commencer par les offensives rurales du clan Astartes. Donc comme il y avait 3 armées d'Astartes sur table, il y avait également 3 offensives rurales. La première s'appelle Âpre Discipline. Face aux marais ennemis, l'Astartes répond par une fusillade soutenue, quitte à faire surchauffer ses armes et s'exposer à de graves blessures. En termes de règles, à la fin de la phase de mouvement ennemi, vous pouvez déclencher un tir en état d'alerte critique pour 0 PC. Ce tir va se résoudre sans le moindre malus, comme s'il s'agissait de votre phase de tir normale. Et une unité de chaque clan Astartes va pouvoir tirer jusqu'à un maximum de 3. Vous ne pouvez pas utiliser de tir en état d'alerte normal supplémentaire durant cette phase pour le clan Astartes. Et par contre, vos armes vont gagner le mot-clé hasardeux. Bref, vous voyez le tableau, c'est un tir en état d'alerte super énervé. Donc les armées Astartes allaient pouvoir désigner une unité chacun. Et c'est ce tir en état d'alerte, il allait également pouvoir vous faire de gros bobos. Donc voilà, vous voyez le genre, hein, c'est quand même des événements de jeu assez impactants. Autre offensive rurale, ça s'appelle Téléportarium critique. Face à l'urgence, la flotte impériale met à mal ses machines pour projeter ses forces au plus près des lignes ennemies. À la fin de votre phase de mouvement, vous pouvez déclencher une frappe en profondeur spéciale. Cette arrivée doit se faire à plus de 6 pouces de toute unité ennemie et vous donne le droit de tirer ou charger, pas les deux. Une unité de chaque clan Astartes peut avoir accès à cette FEP spéciale et chaque unité arrivant sur le champ de bataille allait subir des 3 blessures mortelles. Donc ça aussi vous connaissez comme mécanique, la FEP à 6 pouces, hein, quelque chose de très puissant. Ceux ayant affronté des Terminator Deathshroud savent de quoi je parle. Ici, idem, une unité de chaque clan Astartes allait pouvoir FEP puis charger dans la foulée. Et dernière offensive rurale Astartes, le bastion inamovible. Ordre est donné de ne pas lâcher le moindre pouce de terrain à la horde Xéno. Il faut tenir ou mourir en défendant sa position. À votre phase de commandement, vous pouvez déclencher cette aptitude.
Toutes les unités Astartes de votre armée sont immunisées au test de Battle Shock, et ce jusqu'à votre prochaine phase de commandement. Donc vous voyez le tableau, là en termes de règles, en termes de contrôle d'objectifs, c'est tout simplement l'offensive rurale idéale pour tenir une position et du coup marquer quelques points. Venons-en maintenant aux deux offensives rurales du côté Eldar, parce qu'on avait du coup deux armées Eldar. La première d'entre elles s'appelle la prescience. L'art de la divination étreint les esprits et les corps. Les puissants psykers Eldar semblent lire l'avenir de la guerre et manipulent leurs alliés de circonstance pour mieux subvenir à leurs besoins. À la fin de la phase de mouvement ennemi, vous pouvez choisir une unité de chaque faction Xeno jusqu'à un maximum de 3, et ces unités peuvent immédiatement effectuer un mouvement normal ou être remises en réserve stratégique. Donc là, en termes de règles, on est quelque part dans un genre de prolongement de ce que sont les manœuvres agiles. Donc un gros bonus de mouvement réactif pour nos Eldar, et ça tombe bien, ils adorent ça. L'autre offensive rurale à Eldari s'appelle Créatures inférieures. Sous l'enfer du barrage de feu, un rituel dangereux est mené par le Conseil des pressions Eldar afin d'asservir et de corrompre l'esprit des créatures primitives du camp d'en face. Et donc ça, au début de la phase de tir ennemi, choisissez 3 unités infanterie de factions différentes parmi le camp impérial. Vous prenez le contrôle de ces unités pour cette phase et pouvez donc choisir la cible de votre choix pour tirer. Seul le profil d'arme est retenu pour cette phase, donc pas d'aptitude, ni règles spéciales, ni habilité. L'une de ces 3 unités peut être un véhicule. Dans ce cas, chacun de vos warlords Eldar vont subir d3 blessures mortelles. Les unités de tir ennemies choisies seront donc privées de tirs supplémentaires pour le restant de la phase et doivent effectuer immédiatement un test de Battle Shock. Bah là, vous voyez le tableau, c'est qu'on prend le contrôle des unités de l'ennemi. Alors ça, en face, ils l'ont pas vraiment vu venir, hein. C'est vraiment chaud. Celle-là, elle est méchante, hein, d'offensive rurale. Par exemple, tu as une énorme unité de 10 Hellblaster. Bah, tu l'as choisi, t'en prends le contrôle et t'allumes tes alliés. Donc quelque chose de très impactant, et ces petits coquins, ils l'ont fait dès le tour 1. Autre offensive rurale, elle va concerner nos amis les Nécrons. Ça s'appelle Résurrection transdimensionnelle. Devant l'intensité de la bataille, les pertes Nécrons sont nombreuses. Mais les cryptes tournent à régime soutenu et propulsent directement leurs soldats reforgés sur le champ de bataille, formant une marée ininterrompue. À la fin de votre phase de mouvement, 2 unités infanterie ou montées détruites durant la partie vont pouvoir arriver de réserve stratégique. Les personnages sont exclus. Ce faisant, elles gagnent l'aptitude frappe en profondeur. Donc vous vous faites buter une unité de 6 Corpec, eh bien ils peuvent revenir en frappe en profondeur. Donc là, ce que j'avais pas vu venir, c'est que l'ami Arkesis y jouait Awakened Dynasty. On en reparlera plus tard, mais c'est une armée absolument inarrêtable en termes d'effectifs. Donc cette offensive rurale-là, à vrai dire, elle était mal calculée de ma part parce que le clan impérial a eu beaucoup de mal de se défaire des Nécrons. Les offensives rurales du côté orc, ça nous donne quoi ? Ça nous donne naturellement une WAG résurgente. Devant l'ampleur du carnage, les orcs entrent dans une transe guerrière dont l'animosité n'épargne pas leur propre rang. À votre phase de commandement, 2 unités de votre choix peuvent recevoir les bénéfices de la WAG, même si elle a déjà été déclenché lors de cette partie. 2 unités de chaque clan orc, donc un total de 4 unités, peuvent recevoir les bénéfices de cette WAG résurgente et dangereuse, car chacune des unités choisies va subir des 3 blessures mortelles. Les mecs se tapent dessus, tout simplement. C'est le petit retour de la règle animosité. Donc grand classique, hein, quelque part, si par exemple, parce que jouer orc c'est parfois complexe, et quand une WAG peut se montrer moins impactante qu'on ne l'aurait cru, là voilà, je vous donne cette petite carte Yu-Gi-Oh qui vous permet d'en déclencher une seconde avec un effectif plus réduit, naturellement, faut pas déconner.
Et autre offensive rurale orc, ça s'appelle Machine dangereuse. Les mécanos orcs ont truffé leurs véhicules d'explosifs en vue de les projeter directement au cœur des lignes ennemies. Rusé mais brutal. Et ça nous donne qu'à votre phase de commandement, 2 unités véhicules de votre choix peuvent devenir des machines dangereuses. Une fois détruites, ces machines vont exploser automatiquement et vous ajoutez 3 à toutes vos résolutions de dégâts suite à une explosion. Donc 2 unités de chaque clan orc, donc c'est-à-dire jusqu'à 4 véhicules, allaient pouvoir devenir une machine mortelle. Donc là, vous voyez le tableau, hein. Évidemment, les mecs, ils ont choisi des trucs très abîmés et ils les ont fait foncer dans le tas avec du battle shock, avec des explosions, avec plein de trucs. Enfin bref, gros impact avec de la machine orc. On est là aussi sur quelque chose d'assez classique du côté des peaux vertes. La petite offensive rurale du côté de l'Adeptas Sororitas, ça s'appelle tout simplement Lumière de l'Empereur. Dans l'éclat des chants et des prières, une lumière bénie frappe le champ de bataille. L'Empereur lui-même semble veiller sur ses plus fidèles servantes et la foi de ces dernières s'embrase alors au mépris de la mort. Au début d'une phase de tir ou de corps à corps ennemi, vous allez pouvoir déclencher cette aptitude et votre armée entière gagne un insensible à la douleur à 4+, et ce jusqu'à la fin de la phase. Donc le petit Philippe, il s'est pas privé pour s'en servir. Naturellement, quand tu sais que tu vas traverser une phase de tir dangereuse, tu claques ce Feel No Pain à 4 qui va t'épargner la moitié des dégâts reçus. Donc le gameplay Adeptas Sororitas tourne beaucoup autour des miracles. Là, je lui en offre un solide de miracles. Et pour finir, les offensives rurales de nos amis de l'Astra Militarum. La première s'appelle Corne de l'Enclume. Face à la horde ennemie, l'adaptivité stratégique est nécessaire. S'ils sont trop nombreux, ils seront broyés par nos saintes chenilles. Ça va vous donner le droit, au début de votre phase de charge, vous pouvez choisir 3 unités véhicules parmi les factions Astra Militarum. Ces véhicules vont avoir accès au stratagème Tank Shock gratuitement et vont être tous considérés comme ayant une endurance de 12. Vous voyez le truc, vous allez faire foncer 3 blindés de la garde impériale, chacun est potentiellement aussi dangereux qu'un Land Raider. Donc on avait cette corne de l'enclume et la deuxième offensive rurale s'appelle la pointe du marteau. Très logiquement, dans les rangs des blindés, le zèle devient fureur et un équipage choisit de pousser sa machine dans ses derniers retranchements au mépris du danger. Au début de votre phase de tir, une unité véhicule de votre choix peut devenir la pointe du marteau de l'empereur. Cette machine peut effectuer 2 phases de tir entières. Une unité véhicule de type Lemon Russ ou dérivé de chaque clan Astra Militarum peut devenir une pointe du marteau. À la fin de la phase, cependant, cette unité subit des 6 blessures mortelles. Donc voilà, typiquement le blindé abîmé qu'on va faire tirer comme un dératé avant qu'il n'explose. Et bon, j'ai précisé quand même un châssis de type Lemon Russ parce que là, faire tirer 2 fois un Rogaldorn, ça paraissait un peu abusé. Donc c'est tout pour ces petites offensives rurales. Vous voyez le truc, hein, ça ajoute quand même pas mal de fun, mais ça ajoute également énormément d'impact. Là, typiquement, c'est le genre de truc, si tu fais ça à 2000 points, c'est beaucoup trop impactant. Ici, il y en avait 90 000 des points, donc ça passe tout de suite mieux. Et du coup, je me suis pas mal félicité de ça, parce que tout le monde s'en est servi. Tout le monde a, à mon sens, joué le truc au bon moment, au bon endroit, même si côté orc, c'était un peu plus confus. Après tout, ce sont des orcs, hein. Mais les offensives rurales ont toutes servi bel et bien. Donc très cool, je pense que ça a été apprécié. À côté de ça, la petite cerise sur le gâteau, ça a été de nombreux petits événements narratifs et pas prévus. Et là, ça se passait tout simplement via l'animation. Parce que cette partie, je l'animais. Je surveillais ce qui se passait, je regardais qui faisait quoi, je voyais qui dominait et qui était en retrait. Et ça nous a donné tout au long de la partie des petites adaptations et des petits arrangements de ma part pour tout simplement maintenir l'équilibre
et la beauté. Donc j'étais dans une espèce d'exercice de maître de jeu finalement. Donc ça a pris plein de formes différentes, des formes que je n'avais pas du tout écrites à l'avance, tout simplement. Là, j'ai fait appel à une forme de bon sens qui consistait par exemple à donner une seconde chance à quelqu'un qui s'était un peu trop chié dessus. Donc ça nous donnait quoi? Ça nous donnait par exemple des réserves immédiates, hein, quand un clan, par exemple je pense au clan Orc qui pendant un tour a pris vraiment une vraie tempête de feu et avait un effectif trop diminué pour rebondir convenablement, eh bien à la fin du tour ennemi, je leur ai dit OK, 4 unités, réserve immédiate, vous les mettez sur table n'importe où dans votre zone de déploiement, ce qui fait qu'au tour d'après, elles allaient pouvoir bouger, tirer, charger, etc. Donc une manière en fait de redonner du ressort à la partie. Donc voilà, c'était une forme d'improvisation totale. Parfois, il y a eu des obligations de se déployer dans d'autres zones parce que je voulais insister sur le côté entraide. Au début, si vous voulez, le déploiement, chacun avait une zone définie, histoire que ce soit pas trop le bordel, quoi. Mais au cours de la partie, j'ai encouragé les gens, en fait, à aller se déployer ailleurs, par exemple, pour donner un coup de main à un allié en difficulté. Donc ça, il y avait des petits bonus, voire des petits malus qui allaient avec. Donc ça, je vais pas revenir dessus. C'était des mécaniques de jeu un peu très roleplay, mais en fait avec des incarnations qui étaient véritablement très très classiques en termes de règles. Je n'ai pas réinventé la poudre, mais c'est ce qui a également permis en fait à la partie d'être assez palpitante jusqu'au bout. Du coup, par rapport aux règles, en fait, pour ma part, il me restait un seul gros flou. C'était tout simplement le flou de la phase de corps à corps. Imaginez en fait une mêlée mais gigantesque sur une table de 6 mètres de long, les fight first, ensuite les activations alternées. Comment on allait gérer un truc pareil? En ayant discuté avec les participants en début de partie, ils ont en fait confirmé ce que je pensais être un peu la solution. C'était tout simplement de découper la table en trois. On avait 3 tapis, et bien cette grande table, elle était découpée en 3 maps, eh bien, on allait procéder tout simplement par map. C'est-à-dire que sur chaque map, on faisait les fight first, etc. Et ensuite, l'engagement alterné se faisait par map et on n'allait pas en fait raisonner par faction. Parce que parfois, sur une seule et même map, vous aviez 5 factions différentes. Donc imaginez le bordel que c'est pour faire l'activation alternée faction par faction, une horreur. Donc on raisonnait par map et à ma grande surprise, ça a été hyper fluide. Honnêtement, personne ne s'est galéré dessus. Je pensais que ça allait être le gros point noir de la partie en termes de règles, et ça a été tout seul. Ça a vraiment coulé de source, en tout cas bien plus que je ne l'aurais cru. Donc très très cool, cette petite surprise. Et donc, si on devait parler de la partie en elle-même, je vais déjà vous dire un mot sur le déploiement, parce que ce déploiement, ça par contre, j'avais quand même pas mal bossé dessus pour éviter un peu de me merder à ce niveau-là. J'ai choisi tout simplement un déploiement qui allait se faire au hasard, et donc avec des jets de dés. La table était découpée en 6 zones, les gars allaient jeter des dés. Donc ce dé correspondait en termes de chiffres à la zone correspondante et ensuite j'ai procédé à un déploiement en quinconce. C'est-à-dire que par exemple du côté Imperium, on allait se déployer dans les zones 1, 3 et 5, tandis que en face, chez les Xénos, on allait se déployer dans les zones 2, 4 et 6. C'est-à-dire que le déploiement s'est fait en 2 fois, et dans cette première phase, en fait, les gens se déployaient sans savoir ce qu'ils allaient en fait récolter en phase 2. Donc c'était quelque part le souhait de mettre la moitié de vos troupes un peu dans l'incertitude, et l'autre moitié en fait en position de domination, parce que vous allez pouvoir faire un déploiement réactif par rapport à ce que vous avez en face de vous. Ça a été, je trouve, le meilleur moyen d'avoir un déploiement équilibré, mais également un déploiement rapide, parce que ce déploiement, je l'ai tout simplement chronométré, et à vrai dire, j'ai chronométré pas mal de choses dans cette journée. Et donc, si je devais vous faire un mini battle report, eh bien, ça a commencé par un tour 1 très très létal au tir du côté de l'Imperium, mais qui allait être très timide du côté du déplacement. Globalement, le clan impérial, sur la table, on avait une immense ligne de blindés, cependant qui était confinée un petit peu au fond de la map. Je leur ai dit aux gars, Warhammer 40 000, c'est un jeu de mouvement.
là, vous vous mettez dans une situation pas terrible à vous maintenir en fond de map comme des lâches et bah, à vrai dire, c'est une erreur qu'ils vont payer très cher car s'ils auront une très bonne létalité au tir durant toute la partie centrale de la map et donc la partie objectif, les Xénos, c'est là où ils vont exceller. Parce que en fait, bah, les Xénos, globalement, ils bougent vite, hein. Entre les Eldar qui popent n'importe où et les orques qui wag, ça allait pas être de tout repos. Donc des orques qui, du coup, ont sérieusement pris la poudre, mais qui allaient être revitalisés par des petites interventions de ma part, comme je vous l'ai dit, par exemple, avec des redéploiements immédiats. Voilà, les orques, j'ai dû les aider un petit peu face à la puissance de feu, et le hasard du déploiement a voulu que ces deux grosses armées orques, elles allaient être côte à côte face à deux autres armées Astartes, Dark Angel et Ultramarine également côte à côte. Donc ça, en plus, c'était en plein milieu de la map. Donc clairement, le gros milieu de la map, on savait que ça allait rentrer dans le lard très très dur, quoi. Et si je devais un peu parler de la suite, eh bien, mais la suite, c'est pas très intéressant en fait, les gars, parce que la suite, c'était tout simplement du Warhammer 40 000 pur jus. C'était une impressionnante colonne de blindés qui aura chanté du canon durant toute la partie avant de se voir complètement encerclé par une marée xéno furieuse au tout dernier tour. Le centre de map Astartes Orc, il aura été vraiment très intense avec une létalité délirante au tir, mais des orques en fait qui n'en finissaient jamais d'avancer parce que leur réserve stratégique, c'était absolument énorme les réserves qu'ils avaient du côté orc. La garde impériale, quant à elle, elle aura mis pas moins, du moins sur un flanc, elle aura mis pas moins de 3 à 4 tours à véritablement fatiguer l'effectif Necron qui était mais littéralement inamovible, hein. Vous connaissez un peu les mécaniques de règles Necron avec le détachement Awaken Dynasty. Vous mettez un technomancien, vous gagnez un Philnopain à 5, vous jouez des packs de 20 guerriers qui pourront en fait activer des protocoles de réanimation à chaque phase de commandement, protocoles qui peuvent être améliorés via un petit réanimateur Canoptech et des protocoles qu'on va même pouvoir déclencher pendant la phase de tir ennemi. C'est-à-dire que l'ennemi vous tire dessus, pouf, je protocole directement et mes pertes, je les annule. Les Nécrons, c'est très 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 dur en fait à tuer. Cependant, bah, je voyais quand même le clan en face réussir parce que vous imaginez pas le nombre de blindés qu'il y avait en face, hein. Il y avait du Lemon Russ et du Rogaldorn de partout. Et bien même ça a tout le mal du monde en fait à bousiller des grandes phalanges de Nécrons. Donc ça a été très dur pour la garde sur un flanc, alors qu'un peu plus au milieu de la map, la garde a pas mal enfoncé les lignes ennemies du côté Orc et Eldar. Il y avait une armée Astra qui était un peu qui devait jongler un peu entre deux ennemis, quoi. Donc très bonne prestation de la garde cependant. L'Adeptas Sororitas a pas mal brillé, hein, avec sa puissance blindée. C'était une force difficilement amovible. Cependant, bah, durant les 5 tours qu'aura duré la partie, cet effectif Sororita, il se sera fait grignoter au fur et à mesure, mais en douceur, à vrai dire. Dans la zone de déploiement Sororita, il y a eu plein de surprises. Il y a eu des Eldar qui ont popé dès le tour 1, hein. Vous connaissez la capacité des Eldar à pouvoir faire des FEP absolument improbables. En tout cas, belle prestation côté Sororita. Elles ont fait honneur à leur réputation. Et le petit miracle de l'empereur, le petit Philnopain à 4, il a été très précieux. Les orques, quant à eux, ils nous auront fait de l'orque, hein. Ils auront foncé dans le tas. Ils auront connu moult craquages de G2D. Ils auront sorti une quantité de véhicules, mais proprement pharaonique. Moi, un truc qui m'a régalé, c'est quand William, il a aligné sur table, mais des dizaines d'hélicoptères. Ça, on voit rarement ça sur table, mais là, putain, là, c'était la chevauchée des Valkyries, version hélicoptère orc. Il y en avait partout. C'était trop stylé. Il y avait plein de motos, plein de buggy, plein de chariots, mais c'était une marée incroyable, cette armée orc. Vraiment bravo à tous les deux pour cette réunion incroyable, hein, de deux immenses armées orc. Moi, ça m'a régalé de voir de l'orc
tout du long, hein, parce que les mecs, ils se sont jamais fait éteindre. Et Tour 5, ils étaient partout dans la zone de déploiement impérial, hein, à casser du tank à main nue, hein, les mecs. Les orques, le Tour 5, ça a été un peu leur cri de guerre, hein, leur cri de guerre final. Bref, tout simplement, c'est une partie de 40K très très standard qui a consisté à faire du trade pendant 5 tours. Cependant, il y a une faction qui a tiré son épingle du jeu, c'était les Eldar. Et à vrai dire, c'était les concernant que j'avais le plus de crainte, hein, parce que face à des puissances de feu pareilles, des Endurance 3, ça allait pas tenir longtemps. Cependant, avec un cocktail vraiment explosif de manœuvres agiles, puis tout simplement de beaux jeux, hein, les Eldar, ils ont grave tenu la route, hein. Ils étaient exposés via le hasard du déploiement à des menaces moins importantes pour eux. D'un côté, Adepta Sororita, de l'autre côté, Space Wolves. C'était des armées en face qui avaient peut-être pas le répondant nécessaire pour faire face à de l'Eldar. Donc du coup, les Eldar, ils en ont bien profité. Ils se sont vite emparés de la map. Ils ont brillé en fait, hein. Ils ont brillé, leur létalité naturellement sans surprise était très bonne, mais les Eldar, ils ont très bien joué et j'ai envie de dire, ils ont eu besoin des orques également pour briller, parce que les orques en fait monopolisaient tellement l'attention des canons lourds Astartes que les Eldar se sont fait pas mal épargnés par ça. En tout cas, durant toute la partie, les Xénos auront dominé. Et ça finit du coup par une grande victoire Xeno. Le score est à peu près de 60 à 20. Honnêtement, c'est un score qui ne reflète pas vraiment ce qui est resté sur table, hein, parce que les Xenos se sont quand même fait pulvériser en fin de partie. Mais néanmoins, ils ont complètement dominé au score. Ils ont dominé tout simplement parce qu'il y avait peut-être trop de blindés en face et que les blindés, ça ne prend pas les objets du centre de map. Donc je pense que l'Imperium a globalement souffert d'un manque d'infanterie. Bon, et je vous ai parlé un peu d'événements narratifs, d'événements pas prévus. Eh bien, pour ma part, il y a eu un événement pas prévu, et ça s'appelait Nurgle. Alors là, les gars, il était 14h, je crois. Voilà, on venait de faire la bouffe et tout. J'ai mis 3/4 d'heure à manger mon sandwich au jambonneau. D'habitude, c'est genre 5 minutes. Je me suis dit, putain, il y a un truc qui va pas là. Et effectivement, ça n'allait plus du tout concernant Brother Maxou. Je me suis tapé un microbe, les gars, mais comme j'en ai rarement pris. C'était infernal. Donc évidemment, tout ce que j'ai mangé, j'ai vomi. Ma première bière, je l'ai vomi. J'avais la chiasse, j'avais la fièvre. J'étais complètement constellé de sueur froide et de tremblements. J'étais dans le mal total. Et donc, c'est le moment idéal pour vous parler en fait de ce qui est l'animation d'une partie Apocalypse et en fait de son importance fondamentale. Moi, j'avais vu le coup venir. Je me suis dit, il fallait que tu sois là pour animer la partie, pour être attentif à ce qui se passe, pour conseiller les gens sur les usages, par exemple, des offensives rurales et pour faire intervenir des mécanismes pas prévus. Donc, ce microbe, clairement, il allait me mettre un petit bâton dans les roues à ce niveau-là. Pour vous expliquer, dans l'après-midi, je n'ai pas eu d'autre choix que d'aller faire 3 micro-siestes, c'est-à-dire 3 petites siestes là, d'1/4 d'heure, 20 minutes. Sans ça, tout simplement, je n'aurais pas tenu le coup. Il fallait, en fait, si je voulais rester jusqu'au bout, si je voulais tenir le cap, il fallait que je reste à peu près en forme. Et le seul moyen, c'était de faire un mini dodo, tout simplement. Il y a eu des moments où je tenais à peine debout. Donc, néanmoins, j'ai survécu jusqu'au bout. Mais je pense que pour ma part, ça a été une expérience diminuée en termes d'animation de jeu. Je comptais bien être à fond tout le temps. Clairement, j'ai pas pu. Il fallait que je m'assoie, il fallait que je me repose. Néanmoins, j'ai été attentif du début à la fin. Mais voilà, j'ai pas pu être au top. Alors là, évidemment, c'était le pire jour pour moi et je me rappelle très bien que la veille, je me félicitais de ne pas être tombé malade de l'hiver. Vous savez, en hiver, on se tape toujours à un moment un truc, tu vois, un coup de froid, un gros rhume, tu vois, une petite merde, tu vois, une bronchite, quelque chose comme ça. Là, j'étais vierge de toute attaque microbienne. Il a fallu que ça tombe ce 20 décembre et ce microbe-là, les gars, croyez-moi, qui m'a donné du fil à retordre parce que après l'apocalypse, c'était pas fini et j'ai encore passé 2-3 jours dans le mal.
En tout cas, ça a confirmé ce que je savais déjà, c'était que l'animation était fondamentale. Pour vous expliquer, au début, j'étais censé jouer, hein, à cet Apocalypse. J'étais censé incarner les Blue Angels. Et après, j'ai réfléchi, je me dis: «Ah non, mec, mauvaise idée mon gars, tu vas pas jouer. Tu vas jouer ton Titan Warlord» parce que voilà, il faut quand même que tu te fasses plaisir. «Tu vas jouer ton Titan Warlord, mais le reste, tu vas animer. Tu vas assurer un peu à la fois le dialogue, la construction, les petits coups de main et aussi l'arbitrage, hein, en termes de règles». Bon, bien que là, cependant, les questions d'arbitrage, généralement, on les partage avec les collègues. Bon, en tout cas, expérience diminuée, mais expérience quand même menée jusqu'au bout pour ma part. Et honnêtement, pendant un moment, j'ai douté, quoi. Je me suis dit: «Mais mec, est-ce que tu vas rester debout jusqu'à la fin?» parce que là, mais bon, à partir en début de soirée, je me suis mis à boire une petite bière, je l'ai pas vomi et ben, tu vois, à partir de là, c'est allé un petit peu mieux. J'étais dans un état de fatigue intense, mais néanmoins le microbe reculait. En tout cas, ouais, l'animation fondamentale. Vraiment, là, si on veut qu'une partie soit menée tambour battant, donc pour vous expliquer concrètement, c'est que sans avoir de chrono en main, quelque part, je chapitrais, hein, les événements. Je chapitrais, c'est-à-dire que régulièrement, les joueurs avaient un petit dans 10 minutes, c'est la fin de la phase de tir, hein, donc restez-en à l'essentiel. Si vous oubliez quelques tirs de pistolet, c'est pas grave. Donc en fait, j'avais une espèce de chrono dans ma tête, quoi. Je regardais pas l'heure, mais je voyais un peu le rythme. Le plus important pour moi, ça a été ça, ça a été le rythme. D'avoir un rythme soutenu. Donc ça n'empêchait pas aux gars, en fait, de marquer des micro-pauses, de parler, de déconner, de manger son sandwich, de boire une bière, etc. Jamais de la vie, hein, j'allais interdire ça. On est avant tout là pour passer un bon moment. Mais néanmoins, j'avais à l'esprit, en fait, ce thème du rythme. Je voulais que la partie soit rythmée. Au fil des événements, voilà, dès que je voyais que ça traînait un peu trop, hop, un petit coup de micro, je reprenais un peu les mecs en main, je leur disais: «Allez, là, il faut enfoncer ce flanc, il faut y aller». Généralement, en fait, je les encourageais également à faire des bêtises, hein, on va pas se mentir. Moi, je voulais que ça pète de partout et j'ai été servi. Et en parlant de ça, bah, je suis bien obligé, donc je vous ai raconté le déroulé à peu près résumé, de la partie, beh, je dois bien aborder ce qui allait être le gros morceau, naturellement l'intervention des titans. Alors les titans, j'en avais fait une émission, hein, ça dans la rubrique Brutal Hammer qui s'appelait Légion Titanique et j'insistais sur le fait que, bah, les titans à 40 000 en général, c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible du tout en termes de datasheet, les coups en points sont aux fraises. Et donc, bah, naturellement, dans cet esprit, quand Brother Maximus est intervenu au tour 3, eh bien, c'était la seule figurine que je jouais. Et bah, comme j'avais envie d'être sympa, j'ai décidé de splitter massivement mes tirs, parce qu'en face de moi, il y avait beaucoup de titans orques et eldar. Et bien, le résultat, ça a été rien du tout. Je n'ai fait que des 1, je n'avais pas le droit à la reroll de commandement. Et en plus, j'ai été confronté à ce gros problème des sauvegardes invulnérables des titans Eldar. C'est quoi cette arnaque? Ils étaient tous en invue à 4 et moi je n'avais qu'une invue à 5. Alors là, c'est vraiment pas juste, hein. C'est vraiment pas juste parce que bah, Brother Maximus a eu énormément de mal à se défaire des titans Eldar. Et des titans Eldar qui, pour leur part, étaient très rapides, mais également qui recevaient les bénéfices de leurs règles de détachement. Moi, mon titan, il était seul et du coup, il ne synergisait avec rien. On ne pouvait pas lui donner d'ordre ou de trucs comme ça. Bah, les titans Eldar, ils étaient dans des armées Eldar et du coup, ils bénéficiaient bien, des stratagèmes, des mécanismes en fait de ciblage, hein. Il y avait des unités Eldar qui pouvaient me cibler. Bah, lui, ensuite, il ajoutait plus un hit, plus un PA et du coup, il me faisait vraiment mal, quoi. Donc, très très dur pour Brother Maximus et il a fallu en fait que ses alliés de l'Imperium lui donnent un petit coup de main, tant et si bien que l'Alliance Ultramarine et Dark Angel est fini par venir à bout d'un des titans revenants. Quant au titan fantôme, eh bien j'ai passé 2 tours à essayer de le buter sans succès alors que lui me faisait hyper mal, ce qui fait que Brother Maximus a fini avec 3 PV. Il a foncé dans le tour 5, au dernier tour, dans le titan fantôme Eldar, qui s'est mis à exploser. Il a fait à peu près une 30aine de morts autour de lui. Il a explosé et donc il a fait également exploser à son tour Brother Maximus qui, une fois de plus, a dû faire une bonne 20aine de morts autour de lui. Bah ça, c'était la toute fin de la bataille, les gars. Et là, bah, on peut parler de karma parce que
C'est pas exactement la fin dont on rêve pour une partie Apocalypse? 2 énormes titans, là, si vous voulez, il y avait un total de 6 000 points, hein, qui s'affrontaient l'un l'autre. 6 000 points qui se rentrent dans le lard et qui explosent en chaîne, qui déblayent une quantité d'infanterie, mais monstrueuse autour d'eux. Honnêtement, à cet endroit-là de la carte, là, il y avait plus personne. Voilà, c'est exactement ce que je voulais. Ça s'est trop bien passé, quoi. C'était trop bien de garder ces 2 titans jusqu'à la fin et une fin, en fait, une fin de partie qui a été, particulièrement épique, hein. Parce que dans le dernier tour, là, bah, encore, en fait, une intervention de ma part qui n'était pas prévue. J'ai inventé une petite règle spéciale qui s'appelait munitions épuisées et armes enrayées. Eh bien, tout ce qui allait tirer à moins de force 6, eh ben, ça tire pas. Voilà, c'est simple, les bolters, ils ne fonctionnent plus. Donc ça permettait d'avoir un tour 5 véritablement décisif avec que des grosses armes qui tirent. L'infanterie normale, on oublie, elle n'est plus là pour ça. Et j'ai donné également le droit à chacune des factions une sélection d'une ou 2 unités prêtes pour un barou d'honneur. Ce barou d'honneur, c'était tout simplement un advance, tir et charge durant ce tour 5. Eh bien, les gens là, encore une fois, ils s'en sont bien servis et ils ont réussi à renverser la vapeur à certains endroits inattendus de la map, comme contre les Nécrons par exemple, qui ont enfin fini par morfler. Donc, bah, que vous dire de plus, hein, vous avez un bon résumé, je pense, de ce qu'est une apocalypse façon Ruralhammer. Honnêtement, c'est un exercice qui... Ok, j'ai pris cher ce jour-là, et j'étais vraiment dégoûté d'être malade, hein, à vrai dire. J'étais triste d'être malade, c'était cruel en vérité, quoi. Il fallait pas que ça vienne ce jour-là. Bon, néanmoins, je me suis quand même régalé, hein. J'en ai pris plein les yeux, j'ai assisté en fait à une bataille belle comme tout, dans un endroit en fait qui donnait une certaine classe à tout cet événement, l'éclairage, le son, l'ambiance, les murs noirs, ce casting de rêve là qui s'offrait à moi, vraiment, vous avez tous été impeccables. Merci du fond du cœur d'être venu en fait à cette première apocalypse, hein. Je pense qu'elle aura été importante pour tout le monde, pour moi, pour le podcast, et elle nous a prouvé une chose, c'est que ça, eh bien, c'était possible, hein. On a commencé à 9h tranquillement, même 10h, bon, je sais plus trop. On a fini à minuit, hein, tout simplement. Moi, je suis reparti à 2h du matin, le tour de tout ranger. Mais en gros, ça a été ça, quoi. Le temps au début de se déployer, si on esquive après le temps de la bouffe, tout ça, le poulet rôti, tout ça. En tout, ça fait une grosse douzaine d'heures de jeu, mais par contre, du jeu tambour battant. Donc, bah, expérience réussie. Finalement, pour un crash test, ça s'est complètement bien passé. Moi, vraiment, j'étais ravi de cette journée. Ça m'a fait vraiment plaisir. C'était beaucoup de beauté. Les armées, là, franchement, il y avait quelque chose d'émouvant, hein, avoir des armées pareilles, là. Les armées Eldar étaient magnifiques. Les armées Orques aussi. Côté Imperium, c'était la plus grande division blindée que j'ai jamais vue de ma vie. Et puis, bah, quel kiff également de faire intervenir mon propre titan, hein, dont le canon Volcano aura moult fois chanté. C'était vraiment excellent, quoi. Il aura quand même fait du dégât, hein, Brother Maximus. Là, je n'ai relevé que la partie négative, mais croyez-moi qu'il en aura perforé du titan Eldar, ce petit chenapan. Bref, c'était le grand résumé de cette apocalypse de Noël. Et si on doit parler de la suite, parce que naturellement, suite, il y aura. Alors, côté apocalypse, ça va continuer pour Ruralhammer. Cependant, bah, là, je vous parle du lieu et de son importance. Et bah, je peux pas avoir accès à tout. Honnêtement, dans cette salle de concert, je pense qu'on finira par y retourner. Ça peut se passer cet été ou bah, rendez-vous à Noël prochain. Il y a également un autre lieu que j'ai en tête, je ne peux pas vous en parler maintenant, j'aimerais bien vous garder la surprise. Honnêtement, là, on sera dans quelque chose de beaucoup plus champêtre. Mais pour clôturer cette émission, eh bien, j'ai envie de vous faire un petit appel, hein, les gars. Vous avez pas envie de faire une apocalypse dans un endroit que vous connaissez, un endroit auquel vous ayez accès? Là, les mecs, j'en appelle à vous. Parce que si on veut faire ça plus régulièrement, moi, idéalement, là, des appos, j'en ferais bien 3, voire 4 dans l'année. Il y en aura 2, ça c'est sûr. Mais si on veut grimper un peu l'effectif, 1 ou 2 parties de plus, moi, ça me plairait beaucoup. Donc si vous avez un lieu qui sorte des sentiers battus, un lieu charmant, un lieu très grand, un lieu avec une ambiance particulière, avec du cachet, parce que là, ouais,
pas question de faire de la salle des fêtes, des trucs comme ça, c'est mort. Il nous faut plus. Pour créer de la beauté, il nous faut également un lieu qui le soit. Voilà, j'en appelle à vous. Si vous avez des idées, si vous avez des filons, si vous avez des contacts, des châteaux, je sais pas, tu vois, on peut tout imaginer, à vrai dire, hein. Mais en tout cas, je pense que ce sera la marque signature des prochaines apocalypses organisées par Uralammer. Il faudra avant tout un lieu qui déboîte et un lieu qui veuille dire quelque chose. Voilà, si vous avez des idées, n'hésitez surtout pas à me contacter. Je pense qu'on va bien se débrouiller pour faire de l'apocalypse cette année. Il y a des idées un peu partout, hein. J'ai déjà parlé avec des gars qui ont des idées, mais néanmoins, des idées, on n'en a jamais trop, donc n'hésitez surtout pas à me communiquer les vôtres. Voilà, c'est tout pour la petite émission d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Bon, c'était un peu du 36-15 My Life, mais néanmoins, cette réunion de Super Warp, bah, elle était plutôt singulière et ça méritait bien une émission à part entière parce que bah, tout ça, ce n'était que du plaisir. N'oubliez pas d'aller voir la petite vidéo de Petit Katsu pour le souvenir, hein, pour avoir toutes ces belles photos devant les yeux. Je vous fais des très gros bisous, mes amis les ruralistes. Portez-vous bien. Bonne peinture, bon hobby, bon jeu. On se retrouve très très vite. C'est promis. Bisous!